Philippe Gavillier. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, avec Anne Beaufumé et Jérôme Bondu, nous venons de publier un livre intitulé « La plus grande révolution de l'histoire de toute l'histoire de l'humanité ». Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette interview ? Nous vivons actuellement une période avec des évolutions technologiques extrêmement rapides qui s'alimentent les unes les autres depuis une vingtaine d'années. On entend parler d'intelligence artificielle, de nanotechnologie, de biotechnologie, de fusion nucléaire, de big data et que sais-je. Et il est très difficile de s'y retrouver un peu dans tout ce qu'on peut entendre ou lire. Nous sommes trois spécialistes de la veille économique, technologique ou sociologique. Et nous nous sommes bien rendus compte qu'il était difficile pour le grand public d'appréhender tous ces changements. Beaucoup de gens paraissent perdus et la vulgarisation n'est pas toujours facile. Nous avons donc voulu faire un livre accessible à tous et donner des clés pour décrypter les bouleversements que nous vivons aujourd'hui. Alors, pour rendre ces questions encore plus pertinentes au-delà du livre, nous avons décidé, au travers d'interviews d'experts comme vous, de faire des focus particuliers sur certains thèmes, comme le prolongement du livre. Donc, première question, Philippe Gavillier, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Oui, mais donc moi je suis aujourd'hui, pendant encore quelques mois, professeur dans une école de management parisienne qui est l'ESCP Business School, où j'enseigne depuis maintenant pas mal d'années. Moi je suis professeur de psychologie du travail, psychologie du management, et j'interviens aussi dans tout ce qui est de l'ordre du développement personnel et professionnel. Voilà. Donc, je suis un psy égaré dans une grande école de gestion. Et à côté de ça, je suis conférencier de métier depuis maintenant très, 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 très longtemps. J'ai une activité de conférences d'entreprise dans des événements d'à peu près 80-90 prestations par an, donc qui est quand même mon activité principale aujourd'hui de fait. Surtout que j'arrive effectivement, vu mon grand âge, je suis atteint par la limite d'âge, voilà, et je serai à la retraite l'année prochaine. Je continue bien sûr l'activité de conférencier. Puis j'ai écrit pas mal d'ouvrages sur différents sujets, tournant tous autour d'une vision plutôt dynamique, on va dire, et positive de la vie. J'ai fait partie d'un grand mouvement il y a un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai cofondé avec plein de gens très sympas la Ligue des optimistes de France, dont je suis toujours d'ailleurs le vice-président. Voilà. Bon, on va parler des livres juste après, mais dans un premier temps, on parle de révolution dans le livre, et j'aurais voulu avoir votre regard sur l'attitude à adopter face à une révolution, quelle qu'elle soit. Ça, ce n'est pas une question à poser à un historien, hein, parce que il y a, dans l'univers voilà, de la modernité, en sociologie, etc., tout le monde trouve ça formidable, les révolutions, mais on n'a pas d'exemple dans l'histoire de révolution qui n'ait pas laissé des gens sur le carreau. Et voilà. Et donc, c'est vrai que le sociologue et le psychologue social, bon, au-delà de l'intérêt que peut avoir la révolution, bien sûr, la révolution des numériques, technologiques, puisque je pense que c'est aussi de celle-là dont on parle, du digital, etc. De toute façon, vis-à-vis d'une révolution, soit on fait partie de ceux qui l'ont ou de celles qui l'ont initié, donc bon voilà, très bien, soit on est en situation de devoir s'y adapter, parce que la caractéristique des révolutions, des grandes révolutions dans l'histoire, c'est que soit on les a acceptées et on a fait avec, soit on s'est dressé contre, mais on a assez peu d'exemples de gens qui aient réussi à gagner contre des mouvements de fond, hein, qui étaient des mouvements de grandes révolutions. Donc, alors après, moi je dois dire que voilà, on est beaucoup dans le superlatif, hein, sur ces sujets-là. Moi, je vois la différence fondamentale entre révolution, transformation, mutation, changement. Il y a toute une sémantique là-dedans qui est tout à fait intéressante, qui fait vivre beaucoup de consultants. Il faut que tout le monde vive. Mais d'un point de vue conceptuel, je dirais, c'est pas toujours très, très clair. Alors, moi, vis-à-vis des révolutions, quelles qu'elles soient, je serais tenté de dire, surtout déjà, essayer de voir dans quelle mesure cette révolution qui arrive autour de vous est peut-être quelque chose qui correspondait aussi à des attentes que vous aviez. Cette révolution, elle peut être fonctionnelle, hein, quel que soit son univers. Elle nécessite une partie, probablement, d'adaptation. Elle nécessite aussi une partie de réinvention. Il faut quand même recréer totalement quelque chose. Et surtout, moi, sincèrement, je pense que dans une situation révolutionnaire, quelle qu'elle soit, surtout dans la société, c'est vraiment le moment ou jamais pour conserver et réveiller son esprit critique, parce qu'il y aura tellement
de défenseurs acharnés de la révolution comme étant la nouvelle vérité, que aussi bien en politique que dans la société, les vraies révolutions ont aussi besoin de leurs esprits critiques, d'autant plus que de nos jours, ils ne risquent pas d'être guillotinés. Hein, donc voilà. Alors, on l'a dit, hein, vous avez écrit de nombreux livres faisant l'éloge de l'optimisme, de la chance, de l'audace ou encore de l'inattendu. Dans un monde plein d'incertitudes comme nous vivons aujourd'hui, quelles sont les principales clés pour appréhender l'avenir? Ah, un très, très vaste sujet. L'idée, vous voyez, par exemple, je parlais de l'esprit critique. Cette idée selon laquelle on vit dans un monde très incertain, etc., moi, j'attends toujours qu'on le démontre. En quoi est-ce que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui serait plus incertain que celui de mes parents ou de mes grands-parents ou de mes arrière-grands-parents qui vivaient dans des environnements qui étaient très, très hostiles d'un point de vue géographique, etc., qui, comme tous les agriculteurs, étaient sujets aux aléas, etc. Je trouve cette espèce on pourrait presque dire de coquetterie intellectuelle de l'incertitude qu'ont beaucoup de penseurs aujourd'hui, je la trouve à la fois sympathique, mais ça va pas très loin. Pourquoi le monde d'aujourd'hui serait plus incertain? On a davantage de connaissances. Dans le fond, l'information et la formation est à la portée de tout le monde. Alors, quand on dit que l'incertitude est là, ça signifie qu'on aurait peut-être une attente de certitude et de prédictibilité. Donc, ce sentiment d'incertitude dont on parle serait peut-être essentiellement la marque ultime de notre orgueil, d'Homo sapiens, je dirais, nourri maintenant par une technologie qui pourrait lui laisser croire qu'il ou elle maîtrisera mieux son devenir demain, ce qui me semble être assez déraisonnable. Donc, voilà, moi, ce que j'ai essayé de faire, en fait, à travers tout ce que j'ai écrit, c'est surtout de parler, que ce soit l'optimisme, la chance, l'inattendu, l'audace. Moi, j'ai une idée que j'ai travaillée, retravaillée, j'ai tourné autour, qui tient en une phrase très simple. On est toujours beaucoup plus libre qu'on ne le croit. C'est vraiment pour moi une idée essentielle. Il existe des déterminismes, certes. Il existe des forces contraires. Il existe de l'adversité. Il y a même de la fatalité parfois. Le mal peut prendre des formes tout à fait diverses. Mais ce qui caractérise Homo sapiens en tant qu'espèce, c'est que nous sommes. Souvent, on dit aussi, là aussi, je me permets de faire. On serait, paraît-il, résilient. Mais c'est à mourir de rire. Si on était résilient, on serait comme la plupart des grands animaux résilients. On serait exactement les mêmes aujourd'hui qu'il y a 200 ou 300 millions d'années. Nous, non. C'est-à-dire que nous, les épreuves ne nous ont pas laissés comme on était, ce qui est le cas de la résilience. La résilience, c'est quand même, qu'on le veuille ou non, un retour à un état d'équilibre. Non, nous sommes des créatures, je reprends le thème de Nassim Taleb, antifragiles. C'est-à-dire, nous sommes des créatures qui nous bonifions, nous renforçons et nous allons accroître notre capacité face aux épreuves. Donc, si on part de ce principe-là, moi, j'ai toujours voulu être sur cette idée que le bon état d'esprit par rapport au réel, c'est le prendre comme il est. Donc, il y a un travail de lucidité au départ, c'est vrai, sur plein de choses, mais mettre le réel sous la tension la plus positive possible. Moi, je pense que les grandes questions philosophiques, c'est pas où suis-je, où vais-je, qui suis-je. Je pense que la grande question philosophique, c'est qu'est-ce que je pourrais faire de mieux avec le réel tel qu'il est. Et j'en suis tout à fait convaincu. Alors justement, vous parlez de liberté. La liberté passe par la confiance. Et comment une personne aujourd'hui peut avoir confiance en elle et en l'avenir, avec une morosité quand même ambiante qu'on a évoquée avec le réchauffement climatique, avec la guerre, etc. Mais c'est pas, voilà, moi, encore une fois, je reviens là-dessus. Je propose, moi, très souvent de relire quand même Steven Pinker, quoi. Parce que c'est bien beau de dire qu'on est dans la morosité, mais on est quand même dans un monde. C'était mieux avant, probablement. Mais alors, si tous les gars qui nous expliquent que c'était mieux avant depuis des années ont raison, ça veut dire qu'il y a 500 ans, c'était le paradis ici. Or, c'est faux. On vit dans un monde où, je dirais, on ne voit plus ses enfants mourir. On vit dans un monde où nous, en tout cas, quand on est malade, on est soigné gratuitement. On vit dans un monde où le savoir est quasiment en voie de totale gratuité. Mais c'est qui est dans l'histoire de l'humanité quelque chose d'incroyable. On est dans un monde où alors qu'on arrête de travailler,
ça s'appelle la retraite dans tous les pays développés, il reste pour beaucoup de gens, pas tous, bien évidemment, parce que la vie n'est pas toujours juste, mais il reste pour beaucoup de gens l'équivalent de ce qu'était autrefois une vie d'activité complète à vivre pour faire autre chose, faire du bénévolat, faire de la création, se former à d'autres choses. Bon. Donc, la morosité un peu collective, en plus, qui se nourrit bien évidemment de ce que les médias nous balancent, etc. Mais les médias, les pauvres, on ne peut pas leur en vouloir, ils font leur métier, c'est un business. Le média, il a besoin, il vend de la nouvelle, de l'information, et il vend de l'information dramatique, parce que c'est que l'information dramatique qui intéresse les annonceurs qui font vivre le média. Que le média s'appelle une revue de presse, un blog ou une chaîne de télé, quoi. Donc, voilà, moi, je pense que la confiance, déjà, fait partie, c'est un sentiment, la confiance, hein, psychologiquement parlant. Donc, il y a une dimension cognitive, bien évidemment, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un processus rationnel qui fait que je vais avoir confiance en quelqu'un. Et puis, il y a une espèce de feeling. Ce qu'on appelle en fait la confiance, c'est en grande partie lié à la notion de prédictibilité. J'ai confiance en quelqu'un, par exemple, parce que je pense que globalement, cette personne est prédictible et elle ne me fera pas un coup en douce, même si elle en a l'opportunité et que ça l'aiderait. J'ai confiance en moi, ça veut dire que je ne sais pas tout faire. J'ai plus malheureusement de zones d'ignorance que de zones de connaissance, mais je me dis, avec la maîtrise de ce que je sais faire, de ce que je connais, je peux me mettre dans un certain nombre de situations où je pourrais assurer. Et c'est d'ailleurs pour ça que la confiance en soi, elle est très contextuelle, par exemple. Hein. J'ai confiance en moi du fait des situations dans lesquelles je vais me mettre, mais tout d'un coup, je peux me mettre dans une situation où, brutalement, je vais perdre cette confiance en moi, je vais me mettre à avoir un doute sur mes capacités, je vais même avoir un doute sur les finalités que je suis en train de poursuivre, voire même un doute sur simplement ce que j'ai à y gagner. Et alors là, le sentiment de confiance va commencer à s'ébranler. Mais vous voyez, quand on dit qu'on fait confiance, le mot confiance est très intéressant, puisque quand on fait confiance à quelqu'un, faire confiance, c'est confier quelque chose qui a de la valeur pour nous à quelqu'un. Notre amour, notre vie, notre sécurité, la performance de l'entreprise, etc. On confie quelque chose de valeur à quelqu'un en pensant et en faisant l'hypothèse, pariant, parce qu'effectivement, la confiance est aussi effectivement une espèce de pari, qu'on aura davantage de choses à y gagner que si au contraire on ne faisait pas confiance. Donc voilà. Alors après, les mécanismes en eux-mêmes, je trouve qu'ils sont très contextuels. Dire que travailler sa confiance, par exemple, on peut créer les conditions de la confiance, par exemple, dans l'entreprise. Faire en sorte, si on veut être un patron, une patronne à qui les autres font confiance, mais c'est vrai qu'il vaut mieux être quelqu'un qui a une compétence assumée, quelqu'un qui semble en tout cas être convaincu de ce qu'il dit, quelqu'un qui n'a pas un profil trop opportuniste, quelqu'un aussi qui a le pouvoir peut-être, pourquoi pas, de défendre ses collaborateurs si ils ou elles sont attaqués. Et là, il y aura un sentiment de confiance qui se créera, mais le sentiment de confiance, il est toujours fragile. On attribue cette citation à Jean-Paul Sartre, je ne suis pas totalement sûr que ce soit vraiment authentique, mais en tout cas, c'est à lui, en tout cas, sur Google, qu'on attribue cette citation qui était « La confiance se gagne par goutte, mais hélas, se perd par litre ». Voilà. Alors, sur ce qu'on vit aujourd'hui, effectivement, il y a cette logique parfois de perte de sens, avec, à contrario, une volonté d'accomplissement de soi. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question qui est compliquée, mais comment ou qu'est-ce que réussir sa vie? Réussir sa vie, déjà, il y a quasiment une grammaire de la réussite de la vie. La langue française, de ce point de vue-là, est, je trouve, assez intéressante. Si on prend les 4-5 verbes les plus communs de la langue française, on a les 4-5 briques fondamentales qui font les scénarios de vie réussie selon les gens. Alors, premier verbe, c'est avoir. Il y a des gens pour qui réussir leur vie, c'est avoir des choses que les autres n'ont pas, posséder, jouir d'eux, etc. Bon, du pognon, des bagnoles, des maisons, des stock options, du pouvoir. Bon, pourquoi pas. Il y a des gens pour qui réussir leur vie, c'est faire, bâtir, construire, créer, inventer. Voilà. Il y en a d'autres pour qui réussir, ça va être savoir.
comprendre, connaître les profs, les experts, enfin bon, comme ça. Il y a aussi un certain nombre de gens, des mystiques, des gens voilà, qui sont très dans la spiritualité, pour qui la vie réussie, c'est être, quoi. Être davantage, être plus, se connecter sur un grand tout, se connecter sur quelque chose. Et puis, il y a tout un tas d'autres gens pour qui réussir dans leur vie, c'est partager. Mais alors, partager quoi? Bon, les quatre trucs qu'on vient de voir avant. Partager ce qu'ils ont, partager ce qu'ils ont fait, partager leur savoir, ou partager l'être, l'individu, à travers de l'amour, de la générosité, de la bienveillance, partager l'être qu'ils sont. Donc, chacun va avoir sa propre définition. Et ce qui est sûr, c'est que les vies réussies sont des vies qui ont été, comme toutes les vies d'ailleurs, des suites ininterrompues de bifurcation. C'est-à-dire qu'une vie humaine, c'est une suite ininterrompue comme ça, voilà. Mais on peut dire que l'individu qui a réussi sa vie, c'est celui qui, à travers les différentes bifurcations, même quand elles étaient contraires, n'a jamais perdu de vue une ligne de mire. Je préfère parler d'ailleurs de ligne de mire à objectif, parce que objectif, c'est trop précis. Au fil d'une vie, nos objectifs, ils bougent. La ligne de mire, elle est plutôt sur voilà, cette espèce de grande direction que j'aimerais prendre, que j'aimerais suivre, et ne jamais cesser de se rapprocher, j'allais presque dire, de la vie pour laquelle on croit qu'on est fait, sans jamais transiger, trop longtemps en tout cas, sur ses valeurs et ses désirs profonds, parce que si on transige trop sur ses valeurs et ses désirs profonds, on se rend malade, première possibilité, et dans à peu près tous les cas de figure, on rend les autres malheureux, ce qui n'est pas très bien. Voilà. Donc, si on résume, tout est affaire de perception. C'est la perception qu'on a de… Tout est affaire de perception et tout est affaire d'optimisation du réel, vraiment. Alors, on peut par ailleurs, d'ailleurs, on pourrait se tromper sur le réel. On dire, mais qu'est-ce qui me fait croire que la réalité que je vois, c'est la vraie, etc. Ça, c'est un débat philosophique extrêmement intéressant, mais je pense qu'on n'a pas le temps. Là, il y a aussi une vraie réflexion, me semble-t-il, que l'on peut avoir. Quand on est protégé, si j'ose dire, par la foi, le problème ne se pose pas, enfin, il se pose moins. Dans le fond, si je me rate sur ce coup-là, j'ai l'éternité. Et puis, plus ça se trouve, dans certaines autres civilisations, je me réincarnerai peut-être. Mais les philosophes modernes du tragique, en fait, eux, ils disent non, attention, avant, tu n'étais pas là, et après, tu ne seras plus là. Donc, on a un timing, quoi. Et je dis souvent, moi, j'en parle très souvent à mes étudiants, mais je dis, voilà, une belle vie humaine, mais une belle vie de 90 années, en pleine forme, c'est 33 000 jours, c'est 780 000 heures. Donc, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Parce que justement, on n'est pas immortel, il est absolument essentiel de faire le mieux qu'on peut avec ce qui est. Voilà, pour ça, d'ailleurs, que je pense que nos qualités sont beaucoup plus intéressantes que nos défauts. Et les défauts, à falloir vivre avec et les apporter. Les marges de manœuvre qu'on a dans la vie sont beaucoup plus intéressantes que tous les blocages qui nous tombent dessus. Et ça ne sert à rien de ruminer trop longtemps sur des malheurs du monde auxquels on ne peut rien. Si on était immortel, on aurait tout notre temps. Si j'étais Highlander, on pourrait s'intéresser à tout. Mais on n'est pas. Moi, j'ai eu une discussion avec mes enfants il n'y a pas longtemps là-dessus. Ma fille aînée, mes deux filles, j'ai un peu plombé l'ambiance avec ça, me dit, mais papa, tu travailles trop, pourquoi tu ne te reposes pas? Et ben, je leur dis, les filles, je vais vous expliquer pourquoi je ne me repose pas. Se reposer, je disais ça parce qu'elles se levaient hyper tard, comme les jeunes se lèvent, les ados se lèvent très tard. Puis, vous voyez, se reposer, les filles, c'est un truc de jeune. Parce que vous avez tout votre temps. Moi, plus. Ah ouais, d'accord. Alors là, ça a un petit peu cassé le truc. Mais voilà. Donc moi, je crois beaucoup à l'amour de la vie, à l'amour fati, Nietzsche, ouais, l'amour de la vie telle qu'elle est, et donc être là, maître de la vie dans tout ce qu'on fait, et toujours essayer d'en tirer le plus possible. Alors après, chacun son truc. Hein. Il y en a, ça va être la connaissance, la relation à l'autre, apporter. Bon, il y a même quand on lit les mémoires de Casanova, lui, il avait une approche assez intéressante. À la fin de ses mémoires, Casanova, d'une réflexion sur le sens de sa vie,
Et il a cette phrase que j'ai toujours trouvée très drôle, il dit « Rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé ». Bon, mais c'était une autre façon de concevoir l'existence. Et voilà. Alors, donc après, par ailleurs, il y a des grandes causes d'époque qui vont être la planète, le réchauffement, etc. Et qui, je dirais, lorsqu'on en ressent le besoin, vraiment nécessite d'être en… À la limite, ce qu'il faut, je pense, c'est être engagé, mais au moins pour quelque chose. L'obligation d'être engagé pour la planète, non, je suis navré. Voilà, d'abord parce que ça nécessite aussi des connaissances qu'on ne peut pas avoir, mais que chacun se cherche des zones d'engagement dans la société, je ne sais pas moi, les sans-abri. Moi, je travaille aussi pour des dirigeants d'entreprises qui ont perdu leur boîte et qui sont à la rue. Voilà, ben moi, c'est ce que je connais, moi, mes engagements à moi. L'important, c'est d'en avoir, dans le fond. L'engagement sociétal. Alors, dans votre formidable vidéo sur la chance que vous avez fait pour un étudiant, je crois, à l'ESCP, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo, vous évoquez le fait que finalement, peu importe ce qui va vous arriver, l'important, c'est ce que vous allez en faire. Et j'avais envie de vous poser, quels conseils donneriez-vous aux jeunes générations? Alors, pour que des choses arrivent, il faut déjà se mettre en position de les accueillir et de les attendre. C'est vrai que la chance, et c'est encore plus clair aujourd'hui pour moi que ça n'allait été à l'époque, il faut savoir que la vidéo dont vous parlez, c'est une vidéo qui a été enregistrée, j'étais devant plusieurs étudiants qui étaient dans mon bureau, mais c'est une vidéo qui a été enregistrée quasiment de façon improvisée, en octobre 2006. Donc c'est une très vieille histoire. Moi je crois que ce qu'on appelle la chance, c'est une autre forme d'intelligence, heureusement d'ailleurs qu'on est nombreux à partager, qui est justement l'intelligence de l'inattendu. Ce qui fait que les grands chanceux, les grandes chanceuses, sont des hommes ou des femmes qui vivent peut-être davantage que les autres en mode compost. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des déchets de vie comme tout le monde, mais ils vont en faire des choses. Et pour ça, il y a quelques attitudes. La première attitude, effectivement, c'est d'être disponible. Le fait d'être disponible, ça signifie qu'il faut retrouver, et ça c'est compliqué par rapport à la génération actuelle, il faut retrouver un état d'attention. Or, nous sommes dans des univers aujourd'hui, techno, où on nous demande quand même, surtout, bon, on a des enjeux, il faut être concentré. Le problème, c'est que tant qu'on est concentré, on ne peut plus être attentif. Ça, c'est une… Et moi, je suis très frappé de voir la génération de mes enfants dans le canapé, la story Instagram, puis je regarde la télé en même temps, et puis en même temps, j'ai mes écouteurs où je discute avec ma copine qui est là. Donc, on est sur des univers de dispersion de l'information. Et quels sont les moments aujourd'hui où on va pouvoir se remettre un peu en attention? Alors, la preuve, on est obligé d'inventer des moments pour ça. La méditation de pleine conscience. Il y en a certains qui vont le faire d'ailleurs en allant courir tous les jours. Ou, pourquoi mais, donc, parce que si je ne suis pas attentif, il y a des choses que je ne vais pas percevoir. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, la fameuse civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Quoi. Voilà. Temps d'attention de 9 secondes. Quoi. Voilà. Et alors après, bon, on peut très très bien vivre comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est les choses que peut-être, on rate. Mais bon, après, bon. Ensuite, l'autre idée, c'est l'histoire des lignes de mire. Souvent, quand des gens nous disent qu'ils n'ont pas eu de chance dans la vie, on a envie de leur dire, mais mon pauvre ami, même si tu en avais eu, qu'est-ce que tu en aurais fait? C'est-à-dire, voilà, il faut avoir au moins une ligne de mire. Alors, on appelle ça comme on veut, un rêve, une ambition, une aspiration, mais quelque chose qui va créer un espèce d'axe autour duquel les événements inattendus, comme vous voyez, les moules sur un piquet ou les huîtres, vont venir s'accrocher. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point qui, pour moi, est le plus essentiel, c'est que la chance, là, pour le coup, la chance, c'est une énergie, si on peut dire, mais c'est une énergie renouvelable. C'est-à-dire que la chance, c'est une énergie qui augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Alors ça, c'est clair, c'est très compliqué d'avoir durablement de la chance tout seul. Je pense que les grands chanceux sont aussi, parfois sans s'en rendre compte d'ailleurs, mais des passeurs de chance. Ils sont une chance pour les autres. Je crois qu'il y a une façon très intéressante, amusante et positive de prendre la vie, c'est de se dire, tiens, si je devenais au quotidien un producteur d'inattendus positifs pour les autres,
pourrait être intéressant, hein, pourquoi pas. Voilà, donc on va avoir cette troisième dimension-là. Et puis, bien évidemment, la dernière approche, c'est que c'est bien beau de dire qu'on a eu de la chance, mais la caractéristique de tous les chanceux, quels qu'ils soient, c'est qu'à un moment donné, ils ont pris leur risque, quoi. Et ils s'y disent, bon, je lui adresse la parole, je lui envoie un mail, je le prends, je la contacte. Voilà, on fait, quoi. On va faire, on va agir. Il n'y a pas de garantie de succès, mais en tout cas, je dirais, c'est cette notion d'ailleurs de provoquer sa chance. C'est intéressant d'un point de vue sémantique. Moi, je ne pense pas qu'on provoque sa chance. Si je provoque ma chance, c'est plus de la chance, c'est de la stratégie. On est bien d'accord. En revanche, si je me provoque moi-même en situation d'incertitude, là, je vais peut-être créer les conditions pour qu'à un moment donné, il y ait un petit quelque chose qui s'appelle un coup de chance qui apparaisse via une rencontre, une information impromptue, la découverte d'un nouveau territoire, un accident, un vrai accident, hein, mais que je vais pouvoir renverser et transformer là aussi en biomasse de vie. Pourquoi pas? Donc, le résumé, c'est soyez acteur pour créer votre chance. Oui, toujours être acteur. Voilà, vous êtes plus libre que vous croyez. Eh ben, c'est sur ce beau. Et surtout, attention, parce que si on ne l'est pas, après, je dirais, je ne rentrerai pas dans des débats sociétaux là-dessus, mais j'en suis convaincu. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils ont oublié qu'ils avaient aussi quand même des marges de manœuvre, qu'ils pouvaient prendre des décisions, et que s'ils étaient là où ils étaient aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas pris à un moment donné un certain nombre de décisions. Et là, on peut aussi à un moment donné nourrir une espèce de rumination sur les autres, sur moi et les autres, une espèce de rumination même parfois un peu envieuse, et qui est dommage parce qu'elle va nourrir du ressentiment. Et comme en fait on n'aime pas avoir le sentiment que notre ressentiment, on se l'est auto-créé, que c'est une espèce de maladie auto-immune de l'âme, on va se mettre à chercher des boucs émissaires. Et là, pour le coup, on part dans une zone de l'histoire avec un grand H, je dirais, qui est de toute façon pas très productive. Eh ben, c'est sur cette dernière analyse qu'on va se quitter en vous remerciant, Philippe Gavillier, pour votre temps. Et puis, c'était passionnant et j'espère que ça va intéresser effectivement nos auditeurs. J'espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment.